on a des délais qui sont très courts à tenir pour l'intervention. Donc nous, en moins de 3 minutes, il faut qu'on ait, en fait, pour chaque aéronef, il faut qu'il y ait un minimum de potentiel d'extinction. Donc nous, c'est de l'eau avec de l'émulseur. Il y a aussi la poudre qui est prise en compte, mais il faut qu'il y ait un minimum qui soit établi en moins de 3 minutes. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Dans le numéro 11 du magazine papier Défense Zone, actuellement en kiosque au moment où sort cet épisode, nous vous proposons un éclairage sur un métier peu connu, celui de pompier de l'air. Dans cet épisode du podcast, nous allons encore plus loin avec un entretien un peu plus long et plus complet avec l'adjudant Jordan, pompier de l'air sur la base aérienne de Saint-Dizier, la BA 113. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon adjudant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Jordan, j'ai 32 ans, je suis pacsé, j'ai 2 enfants. Je suis dans l'armée de l'air depuis septembre 2009. Donc je suis passé en adjudant en septembre dernier. Mon parcours, donc j'ai commencé à rentrer à l'école des sous-officiers à Rochefort donc en 2009. Ensuite j'ai effectué toutes mes classes militaires. J'ai passé mon poids lourd sur place. Ensuite j'ai été à Cazaux. Donc là où il y a l'école des pompiers de l'air, là on effectue toute la formation de pompiers, donc la formation de base jusqu'à être chef d'agré. Donc la formation, j'en suis sorti en 2011, février 2011, où après on a un amphi qui nous permet de choisir en fonction des places disponibles dans toute la France, donc d'après le classement. Donc moi j'ai choisi la base de Drakenbraun, qui était un ouvrage enterré qui est maintenant fermé depuis quelques années. Donc en 2015, la base du coup a fermé, j'ai été restructuré. Donc j'ai été muté ensuite sur la base aérienne de Saint-Dizier. Donc milieu complètement différent, hein. Je passais d'un emploi où je faisais en gros vraiment de la surveillance d'un ouvrage où il n'y avait aucun avion. Donc il y a un centre de détection et de contrôle qui était situé à l'intérieur où eux, ils voyaient les avions sur des écrans, mais nous, on n'avait aucun contact avec l'avion alors que c'est un peu la base du métier de pompier de l'air. Et après, je suis arrivé sur cette base, donc une base à vocation nucléaire où il y a les avions, où il y a la chasse, donc le Rafale. Et on peut aussi avoir de temps en temps d'autres aéronefs qui viennent se poser sur notre base. On va pas enlever les avions, hein, donc Rafale qui fait beaucoup de bruit. Hein. C'est clair. Non, mais c'est pas grave, au contraire. Effectivement, comme on a pu l'entendre, vous êtes au contact des avions. C'est ça. Est-ce qu'il y a c'est quoi la particularité très concrètement d'un pompier de l'air ? Est-ce que c'est vrai qu'on a l'image de quelqu'un qui éteint un feu. On peut se dire oui, c'est un peu plus compliqué que ça, et notamment sur des avions avec du kérosène, voire du nucléaire, une bombe nucléaire dessous. Ça, après, on a des formations qui sont adaptées en fonction de ça. Donc, en gros, la formation de base est la même qu'un pompier civil. Mais en plus, il y a une spécialisation. Donc à Cazaux, on a des aires de manœuvre dédiées, donc des aires à gaz dédiées pour le carburant répandu, hein, parce que forcément, il y a beaucoup de kérosène dans les avions. Et s'il vient y avoir un souci dessus, il faut qu'on puisse intervenir très rapidement pour pouvoir justement sauver le personnel et essayer aussi de sauver l'aéronef au maximum, quoi. Donc voilà, je ne sais pas où vous vouliez en venir exactement sur... Est-ce qu'il y a une... Là, par exemple, on vient de voir, au moment où on enregistre cet épisode, on est en train de voir, on a vu un Rafale se poser, puis 2 camions avec vos collègues en train de partir dans cette direction-là. C'est quoi le process, c'est quoi la procédure en cas de problème ? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à un feu de bâtiment Oui, alors on a des délais qui sont très courts à tenir pour l'intervention. Donc nous, en moins de 3 minutes, il faut qu'on ait, en fait, pour chaque aéronef, il faut qu'il y ait un minimum de potentiel d'extinction. Donc nous, c'est de l'eau avec de l'émulseur.
Il y a aussi la poudre qui est prise en compte, mais il faut qu'il y ait un minimum qui soit établi en moins de 3 minutes. Donc en fait, en fonction de l'aéronef, il va y avoir la moitié de ce potentiel qui va être établi. Donc pour un Rafale, par exemple, il faut qu'on ait 2 véhicules lourds d'extinction. Donc les gros véhicules, c'est tout simplement des véhicules d'aéroport, hein, ils ont les mêmes dans les aéroports civils. Et en fait, en moins de 3 minutes, il faut qu'on ait établi la moitié de la quantité de ces véhicules. Donc en gros, il y a 10 000 litres par véhicule environ. Donc il faut qu'il y ait 10 000 litres par terre, donc 5 000 en gros pour chaque véhicule en moins de 3 minutes. Donc ça, c'est s'il arrive vraiment à feu, et voilà, ce délai doit être absolument respecté, donc il est très court. Donc là, il y a eu un klaxon crash, il a fallu qu'ils aillent au véhicule très rapidement pour pouvoir aller sur les lieux et pouvoir faire le nécessaire en cas d'intervention. D'accord. Avec le fait que ce soit un avion de chasse qui est certaines formes de carburant, il y a des risques d'explosion beaucoup plus importants qu'un simple véhicule? Non, pas d'explosion en lui-même, mais voilà, l'avion coûte très cher, donc forcément, plus on intervient rapidement, moins il y aura de dégâts sur l'aéronef. Voilà, le feu n'aura pas le temps de se développer et nous on le prend le plus rapidement possible en cas d'incendie. D'accord, ouais, dans le but de réparer derrière pour éviter d'avoir voilà, c'est une ça. épave. Le but c'est d'avoir un avion qui ait le moins de dégâts pour qu'il y ait moins de réparations après par la suite dessus, quoi. D'accord. Dans le cas où vous avez mentionné ça, le fait qu'il y a de l'armement nucléaire sur la base, du coup vous êtes tous pompiers formés à tout ce qui est nucléaire, en fait, NRBC. Donc maintenant le NRBC est vraiment monté en puissance depuis quelques années. Donc ça s'est vraiment spécialisé pour les pompiers de l'air. Donc c'est même inclus dans les formations de base, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans en arrière. Donc maintenant elles sont incluses dans les formations de base et ils font leur module. Donc il y a différents niveaux, hein. Il y a le niveau 1, c'est le module de base, donc c'est vraiment l'utilisation du matériel de détection pour savoir quel type de produit on a en présence et savoir s'il y a contamination ou non. Et après, il y a différents niveaux. Donc il y a le niveau 2, c'est chef de chaîne par rapport à la décontamination, etc. Donc nous, on a du matériel qui est fait pour. Et donc voilà, après, il y a une formation qui est vraiment complète et vraiment très large, hein, sur le NRBC. Et on va peut-être même être amené à renforcer partout en France, hein, lors des événements qui arrivent prochainement, hein, tels que les JO ou la Coupe du Monde de rugby, hein, par exemple. Donc voilà, parce que le risque n'est pas écarté, hein, dans le domaine civil. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque différent, en tout cas des effets différents, du fait de l'armement nucléaire? Parce qu'on commence un petit peu à voir dans l'espace médiatique la question des centrales nucléaires qui pourraient potentiellement être attaquées ou exploser ou autre chose. Et là, du coup, on parle de radiation. Mais vu qu'on est sur une quantité d'uranium très faible, je crois que c'est l'ordre de 5%, je crois, comme ça, dans la centrale nucléaire. Et là, on est sur une autre quantité d'uranium. Pour une bombe nucléaire, c'est plus vers 100% que vers 5%. Est-ce qu'il y a une différence d'effet et du coup de contre-mesure en NRBC? Non, bah après, la centrale, c'est beaucoup plus gros, hein. Nous, la tête en elle-même, ça reste du radiologique. Et le risque en lui-même, tout est fait pour que justement il n'y a rien qui en sorte, hein. Voilà, c'est un peu le principe, hein. Tant qu'il n'y a pas tout qui est déclenché, ça peut pas arriver, quoi. D'accord. Ouais, c'était plus sur la question de l'effet. Est-ce qu'il y a dans votre métier, dans le NRBC, est-ce qu'il y a une réponse différente? Et peut-être dans quelle mesure elle est différente en fonction de la source de danger? Nous, en fait, la partie vraiment radiologique donc du NRBC, ça reste le même principe, hein. On prend en compte le vent, on se met vent dans le dos pour éviter les radiations, on va déterminer la zone contaminée. Voilà, cette zone contaminée, il faudra qu'elle soit évacuée, les victimes soient prises en charge. Et après, voilà, c'est le même principe que dans le civil, sur une centrale, par exemple, où il pourrait y avoir de la contamination qui va sortir, quoi. Ok. Pour ceux qui connaissent pas trop, qui sont pas trop familiers au NRBC et au risque nucléaire,
de ce qui est expliqué au grand public, et j'imagine peut-être aussi autour de la base, parce qu'on est dans une base qui est intégrée dans une communauté de communes, quoi. Il y a des gens qui vivent à côté. Est-ce qu'il y a des messages particuliers qui sont envoyés aux riverains pour leur dire, voilà, au cas où, si ça doit arriver, voici les bonnes pratiques Après, il y a des exercices qui sont faits autre ampleur où la préfecture va jouer, donc ça c'est les exercices SN de niveau 4, donc ça il y a, sur les bases de Istres, Travor et Saint-Dizier, ils sont faits régulièrement. Et en fait la préfecture va jouer, donc après ça c'est plus le rôle des militaires en eux-mêmes, c'est carrément la préfecture avec donc le SDIS directement, donc là ici de la Haute-Marne, qui va gérer directement sur place tout ce qui est intervention, tout ce qui va sortir en gros de la base. Donc le confinement des écoles, etc., ça va être à eux de gérer tout ça, quoi. Mais voilà, ils passeront les mesures à l'instant T, quoi. Mais... Sur la base, vous êtes, c'est quoi l'effectif de pompiers militaires? Bon, en gros, on est pas loin de 90 pompiers. Donc la base en elle-même, j'ai pas l'effectif exact après. Non, à peu près, c'est 80 quoi, un volume de 80 pompiers. Nous, on est 90 pompiers sur la base. Après, on a différents grades et différentes fonctions, donc ça va vraiment du commandant, du grade de commandant au grade d'aviateur. Et puis voilà, en fait, on a différentes fonctions à remplir au sein de l'unité et en partie opérationnelle au sein des véhicules. Donc voilà, on a 4 officiers, après on a adjudant-chef, adjudant, et puis jusqu'à, voilà, comme je vous dis, jusqu'à aviateur, hein, on a vraiment tout grade. Et en termes de mobilité, vous avez expliqué qu'au début vous n'étiez pas sur cette base-là, vous étiez sur une autre emprise. Au bout de combien de temps les gens peuvent changer d'affectation? Logiquement, au bout de 6 ans, s'ils le veulent, ils peuvent changer. Après, il y a des personnes qui font beaucoup plus sur les bases, hein. C'est surtout, ça concerne les sous-officiers, hein, et les officiers, eux, c'est plus 3 ans. Et après, les militaires du rang, ils peuvent très bien faire leur carrière entière sur la base, sans aucun souci, quoi. Il y a des passerelles avec d'autres armées, ou l'armée de terre, la marine, ou même avec le SDIS, par exemple? Il y a des détachements qui sont faits pour le SDIS, mais c'est très, très rare. Après, il y a possibilité de passer de militaire du rang à sous-officier en faisant des passerelles. Donc il y a passerelle jeune. Rester vraiment dans l'unité, mais passer les grades supérieurs, ça y a possibilité. Mais autrement, les changements entre les armes, voilà, il y a des difficultés de recrutement qui sont un peu partout, donc tout le monde essaye de garder un peu leur effectif, hein, que ce soit, vous parliez de la brigade ou les marins-pompiers par exemple, faire des changements. Ça arrive que certaines personnes puissent changer, mais généralement ils terminent leur contrat à un endroit et ils en recommencent un nouveau dans l'armée. Donc nous on a eu le cas, il y a un capot-chef qui a fait ça, qui était avant dans l'armée de terre, et il a fait carrément, il a terminé son contrat. Voilà, et après il est revenu ici, s'est réengagé dans l'armée de l'air, quoi. Plus de possibilités maintenant avec l'âge de recrutement qui a été pas mal reculé, hein. Avant c'était plus compliqué, quoi, parce que s'il y a une personne qui s'engage tardivement, elle a plus de difficultés après à rebasculer dans une autre arme. Mais maintenant, vu que les âges de recrutement, voilà, à 30 ans on peut rentrer dans l'armée. Donc, justement, c'est quoi les spécificités, c'est quoi les tests de sélection ou les conditions de recrutement pour rentrer dans les pompiers, Alors nous, pour être pompier de l'air, donc il faut avoir en gros un niveau 4 en CCPM minimum. Donc il faut faire luc léger, pompe et la piscine. Après, j'ai pas vraiment les tests, enfin les prérequis demandés, mais bon. Voilà, pour le niveau 4, en fait, c'est sur 60 points, il y a 20 points par épreuve, en gros, sur les 3 épreuves. Donc, si la personne, elle arrive à faire sa piscine, ses 100 mètres plus ses 10 mètres d'apnée, bah voilà, elle a 10 sur 20 sans faire un score énorme, quoi. Donc, après, il faut se répartir, 50 pompes pour avoir 20, et après, le luc léger, bon, bah, ça monte en fonction des paliers, hein. Ok. Le niveau vous direz qu'il est très exigeant ou par rapport au SDIS ou la BSPP par exemple, la brigade de Paris, comment vous le Non, je ne le classerai pas de très exigeant. Après, ouais, pareil, hein, les SDIS, ça dépend des SDIS, hein. Y en a qui mettent des prérequis qui sont supérieurs.
Après, il faut être un minimum sportif quoi, pour pouvoir avoir le niveau 4. Voilà, mais c'est pas un niveau inaccessible. Hein. Et après, en termes de... est-ce qu'il faut avoir des diplômes? Est-ce qu'il faut avoir... est-ce qu'il y a des tests Bon, après, il y a donc, comme dans toutes les armées, hein, il y a le test psychotechnique à l'entrée, il y a les tests physiques pour voir un peu le niveau, et après, il y a un entretien individuel pour effectuer le recrutement. Après, c'est tout, c'est pas... Ouais. Est-ce qu'il y a des compétences ou Après, pour être sous-officier, être sous-officier, par exemple, il faut au minimum avoir le bac. D'accord. Au moment du recrutement. Et vous diriez qu'il faut quelle qualité pour travailler dans ce secteur-là? Il faut être quand même pas mal disponible. Aimer quand même la vie de groupe parce que voilà, on monte des gardes pendant 24 heures, donc on passe 24 heures, voire 48 heures les week-ends tous ensemble. Après, il y a aussi des opérations extérieures où là, on va passer 4 mois avec les mêmes personnes, donc il faut quand même avoir un peu le sens du contact et de la communication parce que des personnes individualistes, généralement, ça se passe pas forcément bien. Sur le court terme, ça peut aller, mais sur le long terme... Alors justement, c'est super intéressant, vous parlez d'opérations extérieures. Vous êtes déployé en fait sur les bases aériennes à l'étranger? Moi, j'ai déjà fait le Tchad et le Niger, donc 2 fois 4 mois. La première fois en tant que chef d'agré, et puis la deuxième fois en tant que chef des secours. Et oui, après, nous, il y a différentes donc, OPEX qui sont, où on peut être déployé, donc les opérations extérieures et missions. Donc il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a le Sénégal, Djibouti, il y a le Niger, le Tchad, la Jordanie et la Lituanie, l'Estonie, lorsque l'armée de l'air est utilisée en renfort pour assurer la permanence opérationnelle sur place. Il y a des séjours aussi possibles en Outre-mer, en Guyane ou... Oui, voilà. À partir de... C'est surtout pour les brevetés supérieurs, donc à partir de sergent-chef, où il y a Guyane, mais c'est plus sur des postes de préventionniste, parce qu'en tant que pompier, on a aussi possibilité de passer des stages dans la prévention, donc par rapport aux risques bâtimentaires, avec tout ça, quoi, la gestion du positionnement des extincteurs dans les bâtiments, savoir si les règles de sécurité sont bien respectées au niveau des évacuations, etc. Donc là, il y a la Guyane, le Sénégal, il y a Djibouti, il y a la Réunion, et puis la Nouvelle-Calédonie, voilà, où il y a aussi des postes comme ça, mais plus préventionnistes. D'accord. Et au Tchad et au Niger c'est que des postes tournants, c'est 4 mois. 4 mois. 4 mois, alors que les pilotes de chasse, par exemple, c'est 2 mois. C'est ça, les détachements On aimerait bien passer à 2 mois, mais on nous a dit que c'était pas possible, donc nous, c'est 4 mois. C'est des départs réguliers? Après, ça dépend. Pour les personnes qui veulent vraiment beaucoup partir, ils peuvent partir tous les 2 ans. Et pour les personnes qui veulent un peu moins partir, on peut tirer peut-être 4-5 ans. Voilà. Ça s'adapte quand même au profil des gens en fonction de leur famille. Oui, voilà, c'est ça. Des personnes qui sont... Après, le but, c'est aussi de garder les gens. Donc, si on les oblige à partir tout le temps, ils risquent aussi de quitter l'institution. Donc, on essaye de trouver le juste milieu et faciliter la chose pour les gens qui veulent partir. Et puis, ceux qui ne veulent pas partir, on les fait partir un peu moins, quoi. Mais voilà, le but, c'est d'en faire aussi, quoi. Donc, c'est un peu notre cœur de métier. Et, voilà. Là, on voit, pour le Niger par exemple, on voit tous les avions qui existent dans l'armée de l'air, donc c'est vraiment intéressant et enrichissant comme expérience, quoi. Justement, vous en tirez quoi comme souvenir de ces expériences en OPEX? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus peut-être voir la population locale. Quand on revient en fait en France, on se dit qu'on a quand même de la chance et quand on voit dans quoi ils vivent et le peu qu'ils ont avec lequel ils se satisfassent, hein, vraiment, c'est plus cette partie-là. Après, bon, il y a aussi la partie opérationnelle qui est... C'est sûr, les avions, ils sont soumis à rude épreuve, hein, il fait des chaleurs qui sont des fois limite supportables pour l'homme, donc vous imaginez les machines, hein, voilà, un avion qui se pose...
Plusieurs fois, on a fait des échauffements de train, parce que forcément, ils freinent avec la chaleur qu'il fait déjà sur le macadam de la piste. Voilà, ça augmente les risques, et ça augmente le nombre d'interventions du coup? Ouais, on fait pas mal d'interventions. Après, les avions, ils sont vraiment... il y a vraiment beaucoup moins d'avions en OPEX, forcément, que sur le territoire français. Donc, ils ramassent pas mal et les mécanos, ils ont pas mal de boulot pour les remettre en œuvre et pouvoir les rendre disponibles au maximum, quoi. Sur la base de Niamey, il y a aussi le détachement de drones Reaper qui sont passés dans le podcast d'ailleurs. On a eu l'occasion d'interviewer le chef de détachement et qui nous expliquait qu'il y avait une montée en puissance, notamment depuis l'armement sur les Reaper et beaucoup de missions. Est-ce que ça se traduit sur vos interventions à vous? Alors après, nous, les drones, ils étaient très... on les assurait pas vraiment. C'est autant les Mirage 2000, quand ils revenaient armés, on les raccompagnait jusqu'à leur shelter de stationnement, leur abri. Autant les drones, ils faisaient leur partie un peu dans leur coin et on les voyait pas vraiment et c'était très transparent pour nous au niveau opérationnel. Après, bon, on a fait quelques formations dessus pour voir un peu comment ça fonctionne, hein, parce que forcément on vient de toutes les bases. Quand on est en détachement sur place, c'est pas toute la base qui se déplace, comme l'armée de terre, ils peuvent excusez-moi. Comme l'armée de terre peut le faire par exemple, où c'est carrément le régiment qui bouge complet et ils envoient une partie du régiment en OPEX, quoi. Nous, c'est vraiment, on va prendre des pompiers, il peut y avoir 2 pompiers de Saint-Dizier, un d'Avord, un de Istres, un de Solenzara, un de Cazaux, voilà, et on en prend un peu partout et on se regroupe. Donc forcément, il y a des spécificités qui se font sur chaque base. Donc les drones, la plupart, on les découvrait directement sur le théâtre d'opération. Et puis voilà, quoi. Après, c'est ça aussi l'enrichissement qu'il y a, c'est qu'on voit des personnes d'autres bases qui connaissent d'autres choses. On avait des personnes de Istres, il y avait des C-135, donc forcément, eux, plus habitués à travailler dessus, c'est eux qui nous faisaient un peu les instructions pour l'avion en lui-même, quoi. Alors que les gens qui étaient sur des bases 2000, ils avaient un peu plus de connaissances sur les Mirage 2000, donc forcément, on s'appuyait pas mal sur les connaissances des autres pompiers, pour après avoir vraiment une équipe qui bosse ensemble, quoi. Après, nous, c'est vraiment un travail d'équipe, donc c'est pas... Il y a le chef qui décide, ok, mais en dessous, le chef, il n'est pas tout seul, quoi, hein, donc on bosse tous ensemble, et le but, c'est que l'objectif soit atteint tous ensemble, quoi. Justement, il y a vraiment beaucoup de différences entre les différents aéronefs sur votre capacité à intervenir dessus? Entre un Mirage, un Rafale Après, là, il y a des spécificités, mais ça va être plus classé par catégorie. Donc vraiment, les avions de chasse, on va intervenir d'une certaine façon. Donc c'est sûr qu'entre un avion à hélice et un avion de chasse, on ne va pas intervenir pareil, quoi. Donc il y a des endroits où il ne faut pas se positionner avec les camions ou éviter. On ne va pas se mettre derrière les réacteurs, on ne va pas se mettre devant les canons de tir. Face aux missiles, voilà, c'est des petites spécificités. Pareil, quand on va intervenir, quand on va faire le tour de l'avion, il y a des trappes sur lesquelles il ne faut pas se frotter parce que c'est des trappes d'aspiration. Donc voilà, entre ce qui souffle et ce qui aspire, il faut éviter de se placer à certains endroits. Et pareil, on va intervenir sur un A400M, voilà, il y a les grosses hélices, hein, on va éviter de se mettre devant, derrière, hein, derrière pour le souffle et devant pour l'aspiration. Donc il y a vraiment des endroits, et le positionnement ne se fait pas pareil sur un avion de transport que sur un avion de chasse, quoi. Parce que l'avion de transport, on va privilégier des couloirs d'évacuation, on appelle ça, donc pour effectuer des refroidissements en cas d'incendie, et que les personnes évacuent de ce côté-là, alors que la chasse, il n'y a pas de couloir d'évacuation à effectuer, hein, il y a un maximum de pilotes dedans, donc voilà. D'accord. Et vous pouvez aussi intervenir sur les avions étrangers Ah oui, hier il y avait des F-16 qui étaient là, ouais. Donc, on est formé un peu sur tous les aéronefs après qui existent, hein. Du coup, les procédures sont assez standards au niveau international, au niveau de l'OTAN par exemple? Oui, après ça reste
la même chose, hein, il y a les sécurités à mettre sur le siège éjectable, hein, il y a les sécurités armement, un avion à mettre en sécurité, même s'il y a des petites spécificités, en gros, la check de mise en sécurité, c'est la même, quoi. J'imagine qu'en OPEX, vous avez dû voir des modèles très divers et variés. Ouais, bah après en OPEX, mais on n'intervient pas forcément sur les avions étrangers du coup en OPEX. Par exemple au Niger, on est positionné sur la base aérienne nigérienne. Donc, vous êtes face à l'armée américaine et du coup vous n'intervenez pas quand il y a un M16 qui se pose, quoi. Eh ben, non, ils avaient que les drones. De toute façon, les Américains là-bas, il y avait que des drones. Et après, c'est plus la base aérienne nigérienne où là, oui, eux, ils avaient leurs hélicos, ils avaient tout ça. Donc ils ont leurs pompiers à eux. Après, en cas de problème, ils peuvent très bien nous appeler pour qu'on vienne intervenir. Donc il faut qu'ils passent par le commandant de la base et qui autorise notre intervention. Mais sinon, c'est vraiment invisible pour nous. Et c'est plus aux pilotes de faire attention lorsqu'ils vont décoller parce qu'ils sont chez eux et même si ils utilisent les mêmes codes de communication, on va dire, par rapport à l'aéroport, mais c'était invisible, quoi. On les voyait au loin. Pareil, les Américains, oui, il y avait les gros porteurs, là, les C-17. Les C-17, oui, qui étaient sur place. Des fois, ils arrivaient. Alors, ça arrivait que si c'était pour la mission Barkhane, on était prévenus, donc du coup, on le savait, mais ça arrivait que le matin, on se réveille, on est une nuit tranquille, et puis on voit sur le parking au fond 3 avions qui étaient posés, quoi. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que, je demande à l'armée américaine, dans les armées de l'OTAN, il y a des équivalents des pompiers de l'air? Ou ça reste une spécificité un peu française dans l'armée de l'air d'avoir des pompiers? Alors normalement, ils ont des pompiers militaires, mais après, j'y connais pas. Je peux pas vous renseigner là-dessus. Vous n'avez pas eu d'échange avec... Mais là-bas, ils n'avaient pas de pompiers. Au Niger, ils n'avaient pas de pompiers. Après, certainement que sur les bases, ils en ont, hein, mais... Qu'est-ce qui pousse une personne à s'engager en tant que pompier de l'air? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous personnellement? Moi personnellement, voilà, j'étais en BTS, ça me plaisait pas forcément ce que je faisais. Et puis j'étais pompier volontaire, donc je me suis dirigé au CIRFA, j'ai été voir pour me renseigner un peu ce qu'il proposait exactement comme emploi dans l'armée. Et puis j'ai vu pompier de l'air et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, étant donné que je suis pompier volontaire, pourquoi pas tenter ce recrutement. Et du coup bah, ça s'est fait comme ça et bah, voilà, ça fait 13 ans maintenant, donc je m'y plais bien, quoi. Vous pensez à l'après, à ce que vous pourriez faire dans le civil? Est-ce que vous resteriez dans une branche pompier? Pour l'instant, j'y pense pas vraiment, parce que voilà, avec 13 ans d'armée, hein, on rentre aussi dans l'armée et on pense à la pension, donc je me dis déjà aller jusqu'à là et puis voir en fonction des réformes de retraite ce qui va sortir, hein, forcément. Hein. Et puis voilà, quoi, mais non, pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'écarte rien, en fait. Ouais. Et est-ce qu'un jeune qui s'engage dans cette spécialité peut espérer une deuxième partie de carrière peut-être un peu plus accessible, dans le sens où vous développez ici vous acquérez des compétences qui sont assez rares, hein, surtout sur la partie NRBC. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé, vous en parlez entre vous, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des échanges peut-être avec des industriels, avec d'autres institutions? Ah, pour après la reconversion, vous voulez dire? C'est ça. Bah, après, c'est chaque personne un peu voit son avenir, hein. Il y a des personnes qui vont faire un contrat de 5 ans et à l'issue passer un concours professionnel pour aller pompier pro. Des fois, souvent, c'est pour rester soit dans le secteur ou pour aller rentrer chez eux, hein, parce que forcément, avec la diminution du nombre de bases en France, voilà, on a pas mal de personnes qui viennent du nord de la France, donc avec l'augmentation du carburant, hein, ils réfléchissent grandement à se réorienter, hein, ce qui est logique, hein. Donc, avant, il y avait des bases qui étaient partout, hein, donc il y avait de quoi, voilà, il y avait Cambrai dans le nord,
Il y avait Creil où il y avait des pompiers aussi, maintenant il n'y en a plus, donc forcément ça fait réfléchir les gens sur la suite, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné au cours de votre carrière, ou peut-être au début de votre engagement aussi au sein de l'instruction, un conseil qu'on vous a donné qui vous a particulièrement aidé ou fait découvrir un peu les choses différemment et que vous aimeriez repartager à quelqu'un qui s'engage? Moi après c'est plus en étant rentré en tant que sous-off, c'est bien prendre l'expérience des anciens caporal-chefs, quoi, qui connaissent très bien le travail et en gros il vaut mieux les avoir dans notre poche que contre nous. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup servi, surtout en début de carrière, hein, où on arrive, on est projeté en tant que sous-officier, donc on doit commander des militaires du rang en dessous de nous, et où on n'a pas l'expérience. Donc il ne faut pas se mettre un mur direct et mettre une barrière. Et au contraire, il faut bosser avec eux, et c'est là qu'on en apprend vraiment beaucoup, quoi. Parce que vous êtes à la base pas trop formé au management. C'est ça, non. Au commandement. Non, c'est très peu. Enfin, on fait que du scolaire, quoi, au départ. On a des commandements, mais on apprend vraiment les bases du métier. Mais vraiment, là où on acquiert de l'expérience, c'est plus sur base par la suite, quoi. Et c'est un bon conseil qui est valide pour plein d'autres thématiques d'ailleurs, plein d'autres métiers. Merci pour cet échange. Mais de rien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.